Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Et c'est à Saint-Pétersbourg que nous entraîne Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je tire aujourd'hui prétexte de la parution du dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg pour évoquer à nouveau cette ville que j'aime tant, la cité de pierre aux rives de la Neva avec ses canaux, ses perspectives, ses palais multicolores et ses églises aux bulbes d'or. J'ai eu la chance de voir Pétersbourg, Pétrograd, Léningrad, comme on disait naguère, à toutes les saisons, sous toutes les lumières de son ciel de soie tendue, et c'est sa poésie tellement singulière que j'aimerais vous faire partager en compagnie de Vladimir Fedorovski. J'allais ajouter, bien sûr. C'est évident. Pour nous mettre dans l'ambiance, Franck, vous avez choisi d'évoquer l'un des plus célèbres habitants de la Venise du Nord. Et oui, en effet, l'immense compositeur Piotr Ilyich Tchaïkovski, qui résidait rue Malaya Morskaya, pas très loin du canal de la Moïka, et à qui nous devons, par exemple, ceci. Ce que je vous propose, c'est de rejoindre Tchaïkovski, de revivre les derniers temps de sa trop brève existence et de poser clairement la question des causes de sa mort. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. « 16 octobre 1893, ce jour-là, à Saint-Pétersbourg, Piotr Ilyich Tchaïkovski vit un des moments forts de sa carrière, de sa longue, de sa brillante carrière. À 53 ans, le compositeur est déjà l'auteur de pas mal d'œuvres, 10 opéras, 6 symphonies, 5 concertos, 4 suites pour orchestre, 3 ballets très célèbres, ou encore une centaine de pièces pour piano. Son talent exceptionnel est reconnu à travers le monde. On pourrait penser que Tchaïkovski n'a plus rien à prouver. Seulement, ce 16 octobre, il attend le jugement du public sur sa 6e symphonie qu'il présente pour la première fois. On peut imaginer la pression sur ses épaules. Il est là, au pupitre bien sûr, et le concert va commencer. C'est Vladimir Fedorovski qui raconte. Le compositeur apparut au pupitre, petit, mince, élégant. Son beau et pâle visage à la moustache et aux sourcils encore sombres était auréolé d'une chevelure argentée et d'une barbichette grise soigneusement taillée. Lorsque les dernières notes se turent, le silence régna dans la salle. Puis les applaudissements fusèrent de tous côtés. On entendit même les sanglots du jeune Diaghilev qui s'exclama « Un véritable requiem de Saint-Pétersbourg ». Le public était tétanisé, tandis que Tchaïkovski restait debout, tête baissée. L'enthousiasme, pour tout vous dire, semble se mêler, pour une partie en tout cas du public, à une certaine perplexité, pour ne pas même parler d'une forme de réserve. Tchaïkovski a pourtant tout fait pour produire une grande œuvre, et je crois qu'on peut dire que l'histoire lui a donné raison. Elle va rester dans les mémoires, cette œuvre, comme la symphonie pathétique, un sommet de l'art musical. Mais une quinzaine de jours après ce formidable aboutissement artistique, le maître va disparaître subitement à Saint-Pétersbourg. Alors de quoi est mort Tchaïkovski ? La question a souvent été réglée en un mot, le choléra. Le germe qui provoque cette maladie, notamment présent dans les eaux stagnantes, sévit à cette époque, sévit bel et bien dans la capitale impériale. Le choléra, vous savez, est particulièrement contagieux et c'est une explication médicale qui, évidemment, à première vue, peut tout à fait paraître satisfaisante. Tchaïkovski aurait bu de l'eau non stérilisée provenant de la Neva et il serait donc mort accidentellement, d'une mort somme toute assez banale. La vérité, c'est que la disparition de Tchaïkovski est en vérité nimbée de mystère. L'écrivain et musicologue Alain Duhaut a pu parler d'une ténébreuse affaire au cœur de l'histoire de la musique russe. Ténébreuse affaire ? Si vous creusez un peu, vous allez découvrir que la thèse du choléra foudroyant n'est pas la seule qui se soit fait jour.
à propos de la mort de Tchaïkovski. Et si, on demandait certains, et s'il s'était suicidé? Ou pire, et si on lui avait demandé de se suicider? Certains ont été jusqu'à parler d'un mystérieux tribunal d'honneur qui aurait contraint le grand musicien à ce suicide sur fond d'affaires de mœurs. Cette thèse a priori étonnante au parfum de scandale, Dominique Fernandez l'a notamment reprise dans un roman passionnant, très documenté. C'était un roman qui est paru à la fin des années 1990 et qui s'appelle justement Tribunal d'honneur. Très beau roman chez Grasset. Et on peut lire par exemple les confidences fictives, et je souligne le mot fictif, les confidences imaginaires d'Anatole Kraïmski, directeur des théâtres impériaux, qui s'adresse au narrateur. « Quoi? Mais tu ignores qui c'est? Mais d'où sors-tu? Quelle province de Moscou ?» D'après lui, dans les milieux littéraires et artistiques, tout le monde était au courant. Même dans l'entourage d'Alexandre III, on ne se faisait plus d'illusions. Il avait fallu un élément nouveau pour que le tsar ou quelqu'un du palais se mît en tête d'inculper Tchaïkovski. « Tchaïkovski » fis-je abasourdi. « Tu voulais savoir le nom du suspect dénoncé pour attentat aux mœurs et que le palais veut faire juger par ses anciens condisciples? Ça ne peut pas être Tchaïkovski. Et pourquoi, s'il te plaît? » Mais quel gâchis, dis-je. Mais rien de ce que tu me racontes n'autorise à accuser Tchaïkovski du crime pour lequel on instruit son procès. Beaucoup de mariages échouent par pure incompatibilité de caractère. Cette Antonina n'était pas la femme qu'il lui fallait, et puis voilà tout. Il me regarda d'un œil si moqueur que je me demandais quelle nouvelle bourde m'avait échappé. La femme qu'il lui fallait, mon cher, et qui lui suffisait amplement, c'était son valet de chambre. Ainsi, ce serait, nous disent certains, pour un scandale lié à son homosexualité, que Tchaïkovski aurait été condamné à se donner la mort. Un extrait de la symphonie pathétique de Tchaïkovski sur Europe 1 dirigé par Herbert von Karajan. Restez avec nous cet après-midi. Franck Ferrand vous entraîne au cœur des mystères de la mort de Tchaïkovski. Europe 1, au cœur de l'histoire. Allô ? Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous revenons sur un grand mystère de l'histoire de la musique, la mort de Tchaïkovski en 1893. Il est mort à l'âge de 53 ans. On a beaucoup dit qu'il était mort du choléra. Vous venez de nous en parler, Franck. Mais il me semble que vous allez remettre cette thèse en question aujourd'hui. Oui, en tout cas, alors c'est pas moi qui la remets en question. C'est l'histoire, de Oui, façon c'est l'histoire. générale. Vous savez, très tôt, en fait, on s'est posé la question. On a remis certains aspects de la version officielle en cause. Et vous allez le voir, il y a un certain nombre d'anomalies, incontestablement, dans le récit des moments qui précèdent et qui suivent la mort de Tchaïkovski. Assez d'anomalies en tout cas pour qu'un certain nombre de personnes n'aient pas su dès cette époque qu'il y avait probablement quelque chose là derrière. Reprenons les éléments, voyons tout ce qui cloche dans cette histoire, et pour ça, il faut commencer par retracer d'abord les derniers jours de Tchaïkovski. Autant que possible, parce qu'évidemment, les témoins de ces derniers jours sont parfois assez confus, il faut bien le dire. Nous sommes donc quelques jours après la première représentation, la première fois qu'a été jouée en public cette symphonie dite pathétique. On est donc à Saint-Pétersbourg, et déjà,
pour ce qui est de l'absorption d'eau infectée, vous avez deux versions qui coexistent. Selon la première, au cours d'un repas au restaurant avec divers proches, Tchaïkovski, peut-être par défi, boit de l'eau non bouillie, de l'eau susceptible de transmettre le choléra. Il faut savoir qu'on est en pleine épidémie de choléra à Saint-Pétersbourg, ce qui n'est pas d'ailleurs ce qui n'est pas réservé à la Russie et à Saint-Pétersbourg. Le choléra fait des ravages dans l'ensemble de l'Europe à cette époque. L'autre version nous dit qu'alors qu'il est chez son frère, qu'il est souffrant, son frère c'est Modeste Tchaïkovski, il aurait bu un verre d'eau non stérilisé. Bien sûr, Modeste est étonné d'une telle imprudence, quoi qu'il en soit. Si l'on en suit le récit de ses proches, l'état de Tchaïkovski ne s'arrange pas, bien au contraire. Dans un premier temps, il refuse de voir un médecin. Il explique que son mal vient d'une dose d'eau purgative qu'il a bu un petit peu plus tôt et quand finalement des médecins sont consultés et l'examinent, ils vont parler de choléra. Le lendemain, Tchaïkovski trouve la force de plaisanter entre deux douleurs et il évoque la mort comme s'il ne croyait plus du tout en ses chances de survie, à moins qu'il ne se soit déjà résigné à cette mort. Les symptômes sont toujours plus inquiétants, le sommeil très agité, des accès de délire, un dysfonctionnement des reins, et puis petit à petit, je vous parlais de délire, mais petit à petit une espèce de brume qui s'installe dans son esprit et qui lui rend difficile d'articuler un discours construit ou simplement de reconnaître ses amis. Les dernières heures paraissent approcher. Le frère du compositeur Modeste demande au prêtre de la cathédrale Saint-Isaac, qui est là juste à côté, de venir auprès du compositeur. Il ne peut pas recevoir les derniers sacrements parce qu'il est déjà inconscient. Toujours si l'on en croit le récit familial, le 6 novembre avant la levée du jour, Tchaïkovski expira en présence de ses frères Nicolas et Modeste, de ses cousins Liedtke et Buxtehude, de Vladimir Davidoy, de 3 médecins et de son fidèle serviteur Alexis Sofronov. Au dernier moment, une indescriptible expression d'apaisement illumina son visage et cette clarté ne disparut qu'avec son dernier soupir. Cette mort par le choléra va être immédiatement annoncée dans les journaux. On a l'impression d'un coup du destin parce que la mère de Tchaïkovski, Alexandra, était déjà morte 39 ans plus tôt, exactement de la même chose. Elle avait bu de l'eau infestée, etc. Elle était morte du choléra. Et c'est d'ailleurs, disons-le, le premier point qui pose problème. C'est Laurence Catino-Cros qui a consacré un ouvrage aux dernières années du compositeur et qui nous le dit. Comment imaginer que Tchaïkovski aurait commis l'imprudence de boire un verre d'eau qui n'aurait pas été préalablement bouilli? C'est oublier un peu vite que sa mère était morte de ce fléau et qu'il était profondément marqué par ses souffrances. Depuis toujours, il prenait toutes les précautions pour ne pas contracter cette redoutable maladie. Il y a plus étrange, c'est que si le diagnostic du choléra est posé, il est étonnant de voir autant de personnes se trouver à proximité du mourant. Je vous rappelle que le choléra est extrêmement contagieux. Or, on voit les gens continuer à fréquenter le chevet du compositeur. Pourquoi, par ailleurs, après sa mort, le logement n'a-t-il pas été placé, comme on le fait habituellement, en quarantaine ? Ça n'a pas été le cas. On n'a pas détruit sa literie par le feu. C'est ce qu'on fait normalement en cas d'épidémie de choléra. Et il y a même une chose encore plus étonnante, c'est qu'un certain nombre de personnes, et notamment des gens très éminents, ont été autorisés à venir prier auprès du corps. On a approché le corps, on l'a touché, etc. Et au moment des funérailles, le cercueil est resté ouvert au milieu de tous. Encore une fois, en cas d'épidémie, les cercueils doivent être fermés, c'est évident. On a l'impression qu'on a pris dans cette affaire beaucoup de risques inutiles. En fait, il paraît tout à fait possible que Tchaïkovski ne soit pas mort du choléra, qu'il soit mort pendant une épidémie de choléra, ça oui, mais de toute autre chose. En vérité, de l'absorption non pas d'eau croupie, mais d'arsenic. Et là, il y a un certain nombre de symptômes qui concordent. Il y a une question là qui s'impose tout de suite. Tchaïkovski ne se serait-il pas tout simplement suicidé ? Sans intervention extérieure. S'il a bu de l'arsenic, c'est peut-être de son propre fait.
certains ont mis en avant sa fragilité psychologique. Vous savez que c'était un être torturé, malheureux, disons-le. On invoque constamment le ton tellement triste de la symphonie, d'ailleurs bien nommée, la symphonie pathétique. De là à y déceler l'annonce d'un suicide, il y a un pas que tout de même certains hésitent, enfin la plupart des gens hésitent à franchir sans davantage de preuves. Et puis, rien de nouveau, Tchaïkovski a toujours su créer des œuvres qui touchent à des sentiments très profonds. Certains d'ailleurs ont noté que Tchaïkovski avait des projets au moment de sa mort. Il voulait notamment effectuer un certain nombre de tournées d'opéra. On peut donc, à partir de là, s'intéresser à un autre scénario. Ce scénario à première vue surprenant que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que Tchaïkovski aurait été condamné à se suicider par ce qu'on appelle un tribunal d'honneur. De quoi est réellement mort Tchaïkovski? C'est la question que se pose cet après-midi Franck Ferrand, une émission à laquelle vous pouvez bien sûr réagir comme chaque jour et vous êtes de plus en plus nombreux. On vous remercie sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH, n'hésitez pas à laisser vos messages, également sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec beaucoup de suspense cet après-midi, puisque vous nous emmenez au cœur des mystères de la mort de Tchaïkovski. Bon, on l'a bien compris, cette mort due au choléra, c'est la version officielle, mais n'est pas celle que vous privilégiez, puisque tout le monde parle de plus en plus d'un suicide, et peut-être d'un suicide commandé par un tribunal d'honneur. Oui, c'est très difficile à savoir. Vous savez, beaucoup de questions restent sans réponse, nous dit Vladimir Fedorovski. Pourquoi, par exemple, le corps du défunt est-il resté exposé à tous alors que le choléra exigeait une mise en quarantaine stricte dans la capitale de l'Empire des Tsars? Pourquoi, d'autre part, le scandale aurait-il éclaté alors que le tout-puissant Saint-Pétersbourg, y compris l'empereur Alexandre III, était parfaitement au courant de l'homosexualité de Tchaïkovski? C'est vrai qu'on peut se poser les deux questions, dans les deux sens. Incontestablement, on savait que Tchaïkovski aimait les hommes, on le savait depuis toujours. Son premier amour remonte à l'adolescence, c'était probablement, pour autant qu'on sache, le poète Alexei Apoutkine, son condisciple à l'école de droit. Il faut bien comprendre que dans le contexte de l'époque, sous ce règne en l'occurrence d'Alexandre III, l'homosexualité est très mal acceptée, elle est considérée comme un crime et condamnée par la loi. L'homosexualité était mal acceptée partout à cette époque, mais il se trouve qu'en Russie, comme en Angleterre par exemple, elle était pénalisée et c'était un véritable tabou. Il ne s'agit donc pas pour Tchaïkovski d'aller parler de ça ouvertement, comme l'écrivain Ernst Wilhelm Heine, comme la musicologue Alexandra Orlova l'explique. Tchaïkovski a tenté de cacher sa vie privée et dans son journal intime, néanmoins, il parle d'un certain nombre d'affaires. Aujourd'hui, écrit-il, Z m'a tourmenté avec une exceptionnelle ardeur. Mon Dieu, comme je souffre, pas tant du sentiment de Z, mais du fait de savoir que je porte cela en moi. C'est un être torturé, bien entendu, et dans sa correspondance avec son frère Modeste, il parle de sa passion pour le jeune Alexei Sofronov, donc son ami. Enfin, sur son lit de mort, il évoque son petit Bobby chéri vers qui vont toutes ses pensées. Il s'agit d'un neveu, Bob Davidoff, qui sera son légataire universel. Il y a pas mal de fausses pistes aussi dans sa vie, vous savez, ça aussi c'est un grand classique. Il y a des femmes qui ont tenu une place assez importante dans certaines périodes de son existence, mais sans qu'on puisse aller jusqu'à parler de relations amoureuses. Il y a par exemple Antonina Ivanovna Miryukova, qui est une femme de 8 ans de moins que lui et qui lui écrit des lettres passionnées. Il ira jusqu'à l'épouser en 1877. En fait, et cela semble évident maintenant, c'est une couverture. C'est une façon, évidemment, d'entrer dans le rang. Et tout ça tourne mal. Tchaïkovski ressent une sorte d'aversion physique pour son épouse. Il finira par s'enfuir. Il tente même de se suicider, notez-le bien, en plongeant dans l'eau glacée. Il va être secouru. Il ne reverra pas sa femme, qui d'ailleurs finira sa vie dans un asile. L'autre, la seconde relation féminine qu'on lui connaisse, c'est avec Nadezhda von Meck. Alors là, on connaît cette histoire par cœur. Vous savez, cette riche veuve extraordinaire, un peu sa Madame Anska à lui, si je puis dire, qui, subjuguée par le talent du maître, engage une correspondance importante avec lui et lui donne énormément d'argent. Ça dure très longtemps jusqu'à une rupture qui sera
très douloureuse. Alors vous me direz, si on savait à Saint-Pétersbourg que Tchaïkovski était homosexuel, pourquoi imaginer cette histoire de tribunal d'honneur ? Eh bien, c'est justement Alexandra Orlova qui a mis au point cette théorie dans les années 70. Elle nous dit qu'alors qu'il est au sommet de sa gloire, Tchaïkovski entretient une relation avec un jeune officier de 17 ans qui s'appelle Victor Stenbock-Fermor, qui n'est pas discret, donc ça s'ébruite. L'oncle du jeune homme est maréchal du palais, s'il vous plaît, et il dénonce le compositeur au procureur Nikolai Borisovitch Jacobi, qui est un ancien compagnon d'études de Tchaïkovski, et c'est parce que le scandale touche de très près maintenant à la cour et qu'il risque d'être chaque jour ébruité qu'on aurait constitué ce tribunal d'honneur. Laurence Catino-Cros développe cette hypothèse. 6 anciens camarades de Tchaïkovski, au nom de la morale, condamnèrent le comportement hors nature de Piotr Ilitch et l'obligèrent à se donner la mort, sinon ils le dénonceraient au tsar pour lui éviter le scandale d'un procès public, le déshonneur, l'opprobre. Auguste Guerck, qui est un ancien camarade, magistrat de son état, lui aurait lui-même procuré le flacon d'arsenic. Encore de nos jours, écrit Vladimir Fedorovski, aucune preuve matérielle ne permet de se faire un avis certain sur les conditions de la mort du compositeur. Beaucoup de questions, je vous le disais, restent sans réponse. Tchaïkovski restera une énigme. Vous savez que juste après sa disparition, des concerts seront organisés. Partout résonnent les accents de la symphonie pathétique. On est en train d'entrer dans l'hiver. Cette fois, l'œuvre paraît comprise. Elle est partout acceptée, partout admirée. Et on peut dire que Saint-Pétersbourg n'en finira plus jamais de pleurer un homme qui l'aura marqué et qui aura mieux que d'autres exprimé toute son âme. Bonjour Vladimir Fedorovski. Quel plaisir de vous retrouver. Mais c'est un plaisir. Quel récit extraordinaire. Et quel plaisir de vous retrouver avec mon accent à Saint-Pétersbourg. Et voilà, on a l'impression d'y être. Il ne manque plus que le blizzard. Merci d'être ici, Vladimir. Nous allons nous promener avec vous le long des canaux, de la Fontanka, de la Moïka et les autres. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1, concerné. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. De dépaysement total cet après-midi sur Europe 1. Voilà ce que vous propose Franck Ferrand jusqu'à 15h, puisque nous sommes à Saint-Pétersbourg et nous nous interrogeons sur la mort mystérieuse de Tchaïkovski avec sa musique tout au long de l'émission. Et vous recevez, Franck, cet après-midi, Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate. Alors, Vladimir Fedorovski, revenons peut-être pour commencer, avant d'aller nous promener dans Saint-Pétersbourg. Il commence à neiger déjà là à Saint-Pétersbourg, probablement. Oui, bien sûr. Vous savez, quand j'écrivais le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, j'allais tout le temps avec les neiges. C'est les couleurs inattendues, fuchsia, jaune, sur la toile de neige immaculée de la Russie. C'est mon grand réconfort. Mystère, amour et évasion. Et puis cette lumière si particulière qui est liée au cercle polaire arctique, bien entendu. On est dans une lumière un peu en demi-teinte, comme ça, qui crée des ciels d'une douceur quasiment ineffable. Extraordinaire, les nuits blanches de Saint-Pétersbourg. Alors ça, c'est en été, c'est tout l'inverse. Mais même, vous avez raison, même pendant l'hiver. Vous savez, je vais vous dire, il y a un architecte extraordinaire, Rastrelli, qui a utilisé justement ces couleurs extraordinaires. Qui les a réinterprétées dans l'architecture. Dans l'architecture. Oui, c'est fabuleux. Dans les couleurs, musique et l'architecture. Que pensez-vous, en tant que connaisseur, et j'allais dire qu'habitant de Saint-Pétersbourg, que pensez-vous de la mort de Tchaïkovski ? Est-ce qu'il s'est tué ? Et s'il s'est tué, est-ce qu'on l'y a poussé ? À moins qu'il ne soit mort tout simplement du choléra. Où je suis complètement d'accord avec votre récit extraordinaire. Tchaïkovski a cherché sa mort. L'œuvre, j'aime voyager avec Tchaïkovski à Saint-Pétersbourg parce que c'est prémonitoire de la future tragédie de Saint-Pétersbourg. Je ne cesse pas à dire
que les nations sont mortelles, les civilisations sont mortelles, les civilisations s'est suicidée. Et en quelque sorte, la musique de Pathétique, c'est une prémonition de futur, d'une sorte de suicide de la civilisation il était de dans ce qu'on Saint-Pétersbourg. appelle une aporie. Est-ce que d'abord cette relation qu'il entretenait avec ce tout jeune officier, qui avait 17 ou 18 ans, était si difficile à vivre pour lui? Ça commençait à jaser beaucoup, si je puis dire, dans les milieux de la cour. Bien sûr, mais quand j'écrivais ce livre, je vais vous dire, j'ai plongé dans les archives et dans l'ambiance de Saint-Pétersbourg. Il faut qu'on soit clair à ce sujet. Dans l'entourage de Tsar, les grands-ducs, oui, il y a aussi le personnage, Prince Lvov, il s'appelait emblématique de Saint-Pétersbourg. Il affichait leur homosexualité. Oui, mais c'était des grands-ducs. Oh, bien sûr, mais Tchaïkovski, il était adulé à l'époque par le tsar. Alors, ça atténue, disons, cette version, qui est une version vraiment passionnante, soyons très clairs. C'est une des pistes. Mais pour moi, c'est très difficile de porter le jugement. Dans le livre, j'ai, comme quand je raconte Poutine, si vous me permettez, sans parallèle, avec ça, je ne porte pas le jugement. J'aurais beaucoup à dire sur Poutine et l'homosexualité, mais enfin, ça nous entraînerait sur un autre terrain. Attendez, vous savez que il raconte les Américains qui dénigrent. Ils disent Poutine, l'homme le plus riche de la Chine, mais parmi leurs thèses que la CIA lance, ils disent qu'il est un bisexuel. Mais c'est un autre sujet. Mais pour vous dire, ma manière de raconter, c'est de poser toutes les questions, comme vous faites ça dans votre émission, mais je préfère de ne pas porter vraiment le jugement définitif. Il faut avoir... On ne peut pas savoir, de toute façon, bien sûr, jamais. Il faut avoir vraiment les preuves matérielles, et ça, on n'en a pas d'une part. Mais ce qui est sûr, et ce que vous avez si bien présenté avec la musique de Tchaïkovski, c'est une musique tragique. Et je me demande s'il ne cherche pas la mort. Vous savez, c'est ça les choses. Quand et ça va dans le sens de votre version, vous voyez. Et ça, ce serait même un autre aspect de sa personnalité. C'est cet aspect très sombre. Vous le dites d'ailleurs dans l'article que vous consacrez à Tchaïkovski dans ce dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg. Vous dites qu'il y a en lui une nature sombre et un jeu avec les profondeurs de l'âme. Et donc, il pourrait y avoir une pulsion de mort, d'une certaine façon. Certainement. Mais Tchaïkovski... Je disais, c'est un symbole de Saint-Pétersbourg, mais c'est un symbole de la vie. Oui. C'est à la fois, il cherche la mort, mais en même temps, vous avez écouté tout à l'heure le lac du Cygne, c'est la joie de vivre, ou bien ces symphonies, c'est toute la Russie qui est là-dedans. Et là, je pense que il y avait le désir de la mort et en même temps une sorte d'extase pour vivre. Il y avait chez lui une sensibilité exacerbée, évidemment, aussi un sens de la communication et de la publicité. Il savait se mettre en valeur. Il était devenu une gloire internationale, il faut le dire. La planète entière écoutait Tchaïkovski. Mais il était adulé, mais c'est pas par hasard qu'il a dépassé maintenant. Vous savez, il est plus joué que Mozart. Vous imaginez bien. C'est vrai que c'est un compositeur extraordinaire. Il y avait en lui un autre aspect. Il y a cette affinité extraordinaire entre Saint-Pétersbourg et Paris. Tchaïkovski, il symbolise l'affinité avec la France. Il a des origines aussi françaises. Sa mère était quand même d'origine française, n'oublions pas. Et tout ça a donné ce côté étincelant de la musique, avec la personnalité, vous avez dit, torturée d'une part, mais avec la joie de vivre extraordinaire. Et puis avec cette âme si particulière de la Russie qui, chez d'autres compositeurs, ressort de façon très slave, si je puis dire. Je pense à Moussorgsky, bien entendu, entre autres. C'est moins le cas chez Tchaïkovski. Il fait le lien, en quelque sorte, entre les cultures. Il est très occidentalisé, disons-le. Bien sûr, bien sûr. Il y a une thèse en Russie que Tchaïkovski, il est trop Saint-Pétersbourg, il est trop occidental. Pour occidental, si on me permettait, la culture russe est profondément liée avec l'Occident. Dostoïevski, ça fait partie de vous. Si vous me permettez de faire une parallèle à l'actuelle, il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles les Français ont voté la dernière hier.
Mais parmi d'autres raisons, il y a cette affinité qui dépasse les personnages d'actualité. Vous voulez dire le lien avec la Russie, en fait, hein, c'est ça? Évidemment, le lien. En quelque sorte, Tchaïkovski, il a poussé, la Russie, la France du côté de la Russie. En Tchaïkovski, il y avait une vision gaullienne. Vous savez, les gens passent. Et Tchaïkovski, Dostoïevski, Balzac ou Stendhal restent. Ça fait partie de nous et de l'affinité qui existe entre la France et la Russie. Il est certain qu'il y avait aussi un grand nombre d'artistes français qui vivaient à Saint-Pétersbourg à l'époque. Alors vous nous décrivez d'ailleurs, notamment, entre autres, grand chorégraphe, vous nous décrivez entre autres la ville de Saint-Pétersbourg au temps de Tchaïkovski. Vous nous dites à l'époque c'était une grande ville bruyante, les tramways commençaient à apparaître, succédant aux fiacres dans lesquels Tchaïkovski avait si souvent pris place. Dans les rues, l'éclairage électrique remplaçait peu à peu les réverbères à gaz. En septembre, les Russes des nobles familles rentraient de leurs propriétés et l'on voyait défiler des cortèges de carrioles ou de voitures provenant des îles avoisinantes. Les théâtres impériaux, les universités rouvraient leurs portes. Tchaïkovski adora les promenades à pied à travers Saint-Pétersbourg, dont l'itinéraire passait immanquablement à travers le zoo. Il s'y rendait souvent pour regarder s'ébattre les oursons. Mais il aimait surtout, nous dites-vous, se rendre dans les théâtres dont il goûtait l'ambiance avec délice, en particulier quand la salle s'obscurcissait et que le chef d'orchestre sortait de terre tapant le bord du pupitre avec sa baguette avant de faire monter vers le rideau doré qu'éclairaient les feux de la rampe une musique suave. La musique de Tchaïkovski qui vous accompagne jusqu'à 15h sur Europe 1, une émission consacrée au compositeur et notamment aux causes de sa mort. Dans quelques instants, nous irons nous balader à Saint-Pétersbourg. Si vous connaissez la ville, si vous avez des questions, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour partager vos souvenirs ou vos photos. Et vous recevez Franck Ferrand, Vladimir Fedorovski. Il est écrivain, ancien diplomate et il est surtout l'auteur du Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg paru chez Plon. Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, 38e livre que je conserve. C'est le livre le plus important de ma carrière. Une émission spéciale pour le 40e. C'est le plus important, celui-là? C'est plus important parce que ça m'a hanté. Je vais vous dire, il y avait plusieurs raisons. Quand même, les temps sont tristes, on s'approche de les fêtes. Je voudrais vous faire un cadeau pour voyager à Saint-Pétersbourg. C'est tellement extraordinaire que je voudrais reconforter ça. Mais aussi, c'est un symbole, on a dit, de l'affinité qui existe avec la France et la Russie. Maintenant, c'est la crise dans les relations. Ce livre, c'est aussi une sorte d'alerte. Il faut se calmer et revenir étape par étape vers les relations normales avec la Russie. C'est un allié irremplaçable de l'Occident dans la lutte mortelle qui va nous attendre contre l'islamisme agressiste. Alors, Tchaïkovski nous pousse à réfléchir. Alors, Tchaïkovski, un symbole pour renouer avec la Russie. Alors quittons la politique et revenons à la culture, Vladimir Fedorovski, et notamment à cette merveilleuse ville de Saint-Pétersbourg qui, depuis sa création par Pierre le Grand, au tout début du XVIIIe siècle, n'aura cessé, somme toute, d'emprunter à l'Occident ce qu'il avait de meilleur. Ses architectes, ses urbanistes, ses peintres, ses sculpteurs, y compris même ses grands artistes. Je pense à des joailliers comme les Fabergé Fabergé, bien sûr. Je prends toujours ces va-et-vient continuels entre Saint-Pétersbourg et l'Occident. Empruntés, vous dites? Non, les gens qui venaient là-bas devenaient russes plus que les Russes, comme ma grande Catherine II, qui est devenue une très grande amoureuse, bien entendu, vous allez me dire, mais aussi une grande impératrice. Vous avez parlé Fabergé, il a créé l'art étincelant en Russie. On peut parler de Rastrelli italienne, mais comment il a fait pour Saint-Pétersbourg? Il a réuni les apports français, le classicisme français, et les apports italiens, et puis aussi les apports russes, et finalement, il a créé quelque chose d'original. Saint-Pétersbourg, c'est un miracle. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Saint-Pétersbourg, il faut peut-être expliquer qu'on est donc tourné vers le nord. La ville est comme un amphithéâtre tourné vers les rives nordiques de la Neva, elle-même pleine d'îles, c'est-à-dire qu'une partie de la ville est insulaire, on passe d'une île à l'autre par un système de ponts, dont certains sont des ponts amovibles d'ailleurs. Bien sûr. Et puis,
au nord-sud, une sorte de grande trouée, un grand quart d'eau, si l'on peut dire, qu'on appelle la perspective Nevsky, qui est une gigantesque avenue toute droite, constamment entrecoupée de façon concentrique d'un certain nombre de canaux et d'autres avenues rayonnantes. C'est donc un plan sorti de l'imagination des urbanistes et du cerveau de Pierre le Grand, en fait. C'est surtout Pierre le Grand, son tsar extraterrestre, qui a fait un projet préconçu, mais après, il y avait les apports des génies architectural. Et ça a donné quelque chose de tout à fait étonnant. Quand vous voyagez à Saint-Pétersbourg, vous êtes étonné. Quand j'écrivais ce dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, je voulais donner ça comme un cadeau d'amour. C'est un cadeau d'amour pour moi, mais la rencontre de Saint-Pétersbourg comme une première histoire d'amour. Vous comprenez? Vous n'allez pas oublier ça. C'est quelque chose. Et on peut aller, vous avez raison, on peut aller pendant l'hiver. C'est toujours étonnant. Mais ces couleurs perles de Saint-Pétersbourg pendant les nuits blanches, ça c'est vraiment inoubliable, la douceur de vie, et ça nous fait oublier la tristesse de notre époque. J'ai évoqué tout à l'heure les grands palais, bien entendu, à commencer par le palais impérial lui-même, qu'on appelle le palais d'hiver. Il faudrait parler du... L'Ermitage aujourd'hui. Quel musée extraordinaire aussi. Bien sûr. C'est un des plus grands musées du monde, on peut le dire. Il y a beaucoup de musées. Il y en a un au musée Menchikov, il y en a partout. Il y en a partout. Il y a ces petits aussi, disons, musées à la fois les palais, les grands palais, près de Saint-Pétersbourg, notamment Soupov, là où il y a 100 ans, le terrible Raspoutine a été tué. Il y a 100 ans. Plein d'anniversaires qui nous attendent. C'est aussi le dictionnaire amoureux, c'est un livre d'anniversaire. 100 ans de la révolution russe, 100 ans de l'assassinat de Raspoutine. Il y a un épisode de la révolution, mais pas de celle de 1917, celle de 1905 qu'il faut évoquer, bien sûr, avec le croiseur Aurore qui se trouve là d'ailleurs toujours. Bien sûr, tout ça c'est les choses qui marquent l'histoire. C'est vraiment la grande histoire qui s'est passée à Saint-Pétersbourg. Mais ma période préférée reste le début du XXe siècle. Là, Saint-Pétersbourg s'est développé d'une manière extraordinaire. Il y a un autre admirateur de Saint-Pétersbourg comme nous, c'était Diaghilev, créateur des ballets russes. Autrefois, pour réussir dans l'art, il fallait être à Paris, mais pour réussir à Paris, il fallait être avec les ballets russes. Je vais vous citer un autre clé pour nous comprendre. Diaghilev, il a dit, une fois réfléchissez, on est si bien aimé en Russie, on est si bien accueilli comme moi, si vous me permettez, ici à Paris, parce qu'on vient pas pour prendre, mais pour donner. Et Tchaïkovski nous a donné ce message à travers les siècles. Il y a un autre grand admirateur de Saint-Pétersbourg, et on ne le citera jamais assez, c'est Nabokov, Vladimir Nabokov, qui écrivait toutes les langues. Autre rivage, sublime, c'est une déclaration d'amour, on peut dire. Extraordinaire. À cette ville et à cette civilisation. Allez à Saint-Pétersbourg, si vous n'étiez pas à Saint-Pétersbourg, vous allez découvrir quelque chose qui n'existe nulle part. Alors, dans un instant, nous en venons à une description peut-être un peu plus physique et, pardonnez-moi, mais je vais employer le terme, un peu plus touristique de la ville. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous avons la chance cet après-midi, grâce à vous, Franck Ferrand, et grâce à votre invité, Vladimir Fedorovski, d'aller visiter l'une des plus belles villes d'Europe. Nous sommes à Saint-Pétersbourg. Vous me disiez avant que l'un de vos canaux préférés et quartiers préférés, c'est la Moïka. C'est vrai que c'est très romantique. Moïka, quel plaisir de voyager. Vous savez, le principe de dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, j'ai pris les gens avec qui on peut voyager. Et là, vous avez un choix. Vous pouvez voyager avec Tchaïkovski, qui adorait la Moïka. Et vous avez toute l'évolution de la ville. Tantôt les grands palais des tsars, tantôt les énigmes, tantôt les écrivains qui entrent, tantôt les musiciens. Chaque rencontre, c'est la rencontre d'amour. Chaque rencontre, c'est aussi l'énigme pour aller dans le sens de ce que vous racontez chaque jour avec tant de brio. Pouchkine, par exemple. Pouchkine, très présent. Comment on peut éviter Pouchkine? Pouchkine habitait carrément
Moïka. Et là où je vous envie, Vladimir Fedorovski, c'est de pouvoir lire Pouchkine dans le texte, car j'imagine que c'est encore bien plus extraordinaire que les traductions que nous pouvons en avoir. Alors, Franck, vous pouvez lire ça dans le texte parce que Pouchkine, c'est comme beaucoup de Russes, il écrivait d'une manière extraordinaire en français. Il faudrait parler bien sûr de tous les édifices religieux. Il y a Saint-Nicolas des Marins, il y a le monastère de... j'ai un nom, j'ai un trou d'un seul coup, le grand monastère de Saint-Pétersbourg, bien sûr la cathédrale Saint-Isaac. Vous parlez de l'or de Saint-Pétersbourg, bien entendu. Tout ça, c'est Saint-Isaac, bien sûr. Les choses religieuses, c'est vraiment quelque chose de complet, il faut le dire. À la fois, vous avez l'évasion, vous avez les énigmes de l'histoire, mais vous avez beaucoup de spiritualité. Parce que Saint-Pétersbourg, comme la civilisation russe, est marquée par cette recherche incessante de la spiritualité. Et il y a beaucoup de personnages de Saint-Pétersbourg sont là. Je vais vous dire, il faut aussi, j'ai toute une entrée dans le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg sur le côté mystique de la ville. C'est très intéressant d'entrer dans le mysticisme de Saint-Pétersbourg parce que les grands tsars, ils ont été souvent à la recherche de ça. Je réhabilite dans la foulée Raspoutine, vous allez dire, c'est facile parce qu'elle était vous tellement... le faites dans Historia aussi, j'ai vu ce mois-ci. Vous êtes publié aussi, oui. Il y a la couverture de l'Historia. Pourquoi ? Parce que Raspoutine... c'est une des légendes. Il faut détrôner les légendes. On ne peut pas vivre dans la désinformation historique. Et finalement, Raspoutine, non seulement il a sauvé souvent le tsarevitch, le fils de tsar Nicolas II, de sa mort, mais au-delà de ça, il a poussé à la première ligne les grands réformateurs et là, il a eu raison. Et puis bien sûr, tout autour de la ville elle-même, cette couronne de palais et de domaines extraordinaires. Tsarskoye Selo, bien sûr, avec le palais Catherine et le palais Alexandre, Peterhof avec ses extraordinaires fontaines qui descendent jusqu'à la mer du Nord, et Pavlovsk, qui peut-être est la perle de toutes ces bâtisses dans un néoclassicisme tout simplement étincelant. Je voudrais, mais je ne pourrais pas le faire parce qu'on n'aura jamais le temps, évoquer toutes les expositions que l'on peut voir cet hiver à Saint-Pétersbourg. Il y en a plusieurs au musée de l'Ermitage, une sur Salvador Dali, une autre sur le Japon de l'ère Meiji, une troisième sur un peintre de la Belle Époque, un peu oublié maintenant, Giovanni Boldini, passionnant. Et puis, au musée russe, on n'en a pas parlé du musée russe, mais c'est un endroit assez extraordinaire aussi dans son genre, une exposition sur Kandinsky et la Russie à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Kandinsky. Et puis, pendant tout le mois de décembre, il y a à Saint-Pétersbourg ce qu'on appelle le festival d'hiver. Vous savez que les Pétersbourgeois sont des mélomanes et qu'il y a donc ce festival dédié à la musique classique. L'ouverture a lieu à la Philharmonie de Saint-Pétersbourg. Vous avez les meilleurs orchestres, les meilleurs interprètes et c'est là que l'on revient, que voulez-vous, on y revient toujours, à Tchaïkovski. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Votre dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg est édité évidemment chez Plomb. Et le moment est venu de retrouver Nikos Aliagas.